La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. C'est ce 29 octobre que le Togo célèbre la journée internationale de la prévention des catastrophes. Tous les acteurs nationaux sont appelés à jouer leur partition pour parer à toute éventualité. Et puis le Togo se prépare pour le sommet de Nairobi en novembre prochain. Quels sont les efforts réalisés en matière de santé et de reproduction dans notre pays? Les réponses dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le monde ne cesse de ressentir de jour en jour les effets du réchauffement climatique. Les Nations Unies ont décidé depuis 1989 de 13 octobre comme journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes. Au Togo, l'événement est célébré en différé ce 29 octobre. Les populations sont interpellées sur la résilience des services de base et des infrastructures essentielles face aux risques de catastrophes. Les précisions avec Edem Sissoko. Lorsque surviennent des catastrophes naturelles, les infrastructures sont très souvent impactées, affectant ainsi les personnes et les biens. Cette année, les Nations Unies appellent à des actions urgentes afin de réduire les dégâts causés par les catastrophes aux infrastructures essentielles et aux services de base. Au niveau national, il est question d'accroître la résilience des infrastructures face aux risques de catastrophes, notamment les établissements scolaires et sanitaires. La thématique est d'actualité, surtout en ce moment où certains Togolais ont les pieds dans l'eau suite aux pluies diluviennes de la petite saison pluvieuse. En cas d'inondation, aujourd'hui, certaines structures sanitaires ou certaines écoles sont obligées de fermer parce que les activités ne pourront pas se passer à cause des situations d'inondation dans ces établissements. Donc, il était important de rappeler à tous les acteurs, surtout de la conception jusqu'à la phase de réalisation de ces infrastructures sanitaires et scolaires, comment respecter les normes qui régissent leur métier dans la réalisation des ouvrages. Au niveau de l'Agence nationale de la protection civile, nous avons prévu des campagnes de sensibilisation à l'endroit des géomètres, à l'endroit des urbanistes, à l'endroit de tous ceux qui gèrent des projets de construction. Rendre les infrastructures qui accueillent du public résilientes, c'est sauver des vies et éviter donc de lourdes pertes économiques. C'est en substance le message délivré à tous les acteurs présents au lancement de cette campagne qui va couvrir toute l'année. La vigilance et le respect des normes de construction s'imposent pour le renforcement de la résilience des services de base et infrastructures essentielles. Au Togo, les inondations et les vents violents qui ont sévi dans toutes les régions ont affecté particulièrement les populations, surtout dans les régions des savanes, des plateaux et maritimes, ainsi que les infrastructures routières, scolaires et sanitaires. On pourrait parler aussi des habitations qui ont été menacées. Conscient des enjeux du réchauffement de la planète, le président de la République, son Excellence Faure Essozona Gnabsingbe, a ratifié le 19 septembre 2016, en marge de la 111e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, l'accord mondial de limitation de la hausse des températures en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Le gouvernement a réitéré son engagement à poursuivre la sensibilisation à tous les niveaux pour une réelle prise de conscience. Face à la recrudescence de ces catastrophes, il est impérieux que tous les acteurs à l'échelle nationale et internationale conjuguent leurs efforts pour réduire leurs conséquences. Autrement dit, une gestion efficace et efficiente des catastrophes impose non seulement des actions vigoureuses de prévention,
mais aussi une bonne préparation et une meilleure coordination des actions de secours. Les populations, ou du moins les plus exposées aux risques de catastrophe, sont appelées aussi à changer de comportement. Nous devons comprendre que notre comportement au quotidien sur la planète Terre fait de l'homme le premier facteur de la recrudescence des catastrophes. Il faut donc une réelle prise de conscience collective pour réduire les risques de vulnérabilité aux catastrophes, notamment par l'usage de bonnes pratiques de réduction des risques de catastrophes, la prise en compte de l'intérêt général, l'entretien des ouvrages d'assainissement par les riverains et l'occupation raisonnée de l'espace. Pour le système des Nations Unies au Togo, il est impérieux de prendre en compte les recommandations du plan d'action de Sendai au Japon pour l'efficacité de la lutte contre les effets du réchauffement climatique. Il s'agit notamment de comprendre les risques de catastrophes, de renforcer la gouvernance des risques, d'investir dans la réduction des risques de catastrophes et d'améliorer la riposte pour une intervention efficace. Le sommet de Nairobi, ce sera du 12 au 14 novembre prochain. Le Togo va y présenter ses progrès réalisés en matière de santé de la reproduction en lien avec les engagements de la conférence internationale sur la population et le développement il y a 25 ans. Marie-Reine Abeta et Kwesala pour des précisions. C'est une rencontre d'échange à laquelle le système des Nations Unies a convié les partenaires au développement. À quelques jours du sommet de Nairobi, les projets réalisés par le Togo dans la mise en œuvre des engagements pris il y a 25 ans à la conférence internationale sur la population et le développement sont passés en revue. Ils prennent en compte la planification familiale, l'égalité des sexes, la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle. Au terme des discussions, les uns et les autres devront s'impliquer davantage dans la promotion du bien-être des populations. L'engagement des Nations Unies et de UNFPA en particulier, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 décès maternel, 0 violence basée sur le genre et 0 besoin non satisfait en matière de santé de la reproduction. Ici au Togo, il y a eu beaucoup de progrès ces 25 dernières années et nous nous réjouissons de ces progrès. Mais nous savons aussi qu'il y a encore du chemin à faire. Et c'est pour ça que ce réengagement du gouvernement togolais à travers le PND et le réengagement de tous les partenaires nous paraissent comme étant quelque chose d'essentiel. Et nous voudrions bien saisir l'occasion de la conférence de Nairobi pour réaffirmer cet engagement et faire en sorte que les jeunes filles, les femmes, les familles et tous ceux qui ont besoin d'être protégés puissent le faire et puissent aussi profiter des cadres que nous créons en termes d'accompagnement, en termes d'éducation et aussi en termes de santé. Et pour accélérer les promesses, le Togo va d'ici à 2030 mettre à la disposition des centres de santé 100 000 sages-femmes. L'accouchement sera rendu gratuit d'ici à 2021 et le pays compte garantir aux nécessiteux les produits sanguins. La rencontre de Nairobi va-t-elle permettre au Togo d'atteindre cet objectif? L'optimisme reste partagé par les principaux acteurs à ce rendez-vous. Les conflits liés à la transhumance sont récurrents ces dernières années dans le Sahel et les pays côtiers. L'Afrique de l'Ouest se mobilise donc pour trouver des approches de coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Une réunion de 3 jours est ouverte à cet effet à Lomé depuis ce matin. Edwige Atakpabassabi, Gérard Lagodou pour le compte rendu. Face aux effets des changements climatiques, le déplacement avec les animaux devient une approche de solution. Ces mouvements des zones sahéliennes sont parfois à l'origine des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Conséquence, insécurité et coexistence pacifique menacées, surtout dans la sous-région ouest africaine ces dernières années. Cette rencontre de Lomé avec la participation de la Mauritanie et du Tchad aux côtés des pays membres de la CEDEAO est consacrée à la mise en œuvre du projet élevage et pastoralisme intégré et sécurisé en Afrique de l'Ouest, PEPISAO. À partir des années 2000 et principalement des années 2012, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu un phénomène d'insécurité. On ne voit que ces conflits.
on ne voit plus tous les marchés à bétail qui sont installés, on ne voit plus toutes les industries de transformation de lait qui sont installées, on ne voit plus rien, tout ce que ça produit comme économie au niveau local, les emplois on ne voit plus, on ne voit que les conflits. Et cela donc affecte la cohésion. Et c'est pourquoi la CEDEAO s'attaque donc à ces questions en promouvant surtout le dialogue. Et qui dit promouvoir le dialogue, il faut disposer d'instruments pour dialoguer. La finalité est de dégager des approches de prévention et de gestion des conflits en lien avec la mobilité pastorale dans les zones d'accueil de transhumance transfrontalière. De la façon dont la transhumance apaisée elle est vécue par les éleveurs, elle peut être perçue différemment aussi par les agriculteurs. Donc chacun expose son point de vue. Un espace est créé pour que chacun puisse s'exprimer, pour donner son point de vue. Et comme ça, un compromis peut être trouvé entre les acteurs pour que vraiment l'exploitation des ressources naturelles partagées se fasse de façon apaisée, sans conflit. Le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique s'est félicité des performances du Togo en matière de la réduction des conflits ces dernières années. Les présents travaux à Lomé sont financés par l'Agence française de développement AFD. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 à 15 h au siège du Parlement. Des agents de l'administration publique et des institutions de la République de Lomé commune sont en formation sur des thématiques liées à l'approche basée sur le droit de l'homme appliqué à l'éducation et à la santé. L'objectif en clair est de promouvoir les droits à l'éducation et à la santé dans l'élaboration des politiques de projet et développement. Voyons cela avec Medina Salami. La promotion et la protection des droits de l'homme est un exercice permanent. L'approche basée sur les droits de l'homme appliquée à l'éducation et à la santé est une nouvelle méthode qui vise à garantir les droits à tous. Ici, les acteurs issus des institutions et administrations publiques se remettent à niveau pour davantage promouvoir les droits à l'éducation et à la santé dans les politiques et projets de développement. L'approche par les droits de l'homme voudra dire qu'il y a une implication plus forte des intéressés, à quelque niveau que ce soit, une plus forte participation et aussi un moyen de renforcer leur capacité à mettre en œuvre et à exercer leurs propres droits. C'est vraiment sensibiliser à la prise en compte des droits de l'homme dans l'établissement des politiques publiques. Et à la sortie de cet atelier, on veut davantage d'intérêt à cette approche par les droits. Cette formation de 3 jours est organisée par le ministère des Droits de l'Homme avec le soutien de PNUD. Elle devra ainsi favoriser la participation des plus démunis, des exclus et des groupes vulnérables aux politiques et programmes de développement. Le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance des populations et usagers de la route nationale numéro 4 tronçon à Néro-Tabligbo que les travaux confortatifs du remblai d'accès au pont de Zébé sont achevés et le pont est ouvert au trafic depuis le samedi 26 octobre 2019. Par ailleurs, dans le souci d'éviter tout désagrément, il est formellement interdit à tout véhicule chargé dont le poids total dépasse 26 tonnes de passer sur le dit pont. À cet effet, le ministre des Infrastructures en appelle à la prudence des usagers de ce pont. Le ministre remercie tous les usagers de la route pour le civisme dont ils ont fait preuve au cours de l'exécution de ces travaux. Et les cadres du ministère des Infrastructures et des Transports, justement, se familiarisent avec le contenu du manuel de procédure de sélection, hiérarchisation et budgétisation des investissements publics au Togo. C'est pour leur permettre de mieux prioriser les projets afin d'atteindre les résultats escomptés. Les détails dans ce reportage signé Luc Assis.
L'on aurait constaté chaque année au Togo un écart considérable entre les données du programme d'investissement public et la loi de finances. Une situation qui porte atteinte à la bonne gouvernance et affaiblit l'économie nationale. Comment arriver à équilibrer la situation et éliminer les faiblesses qui limitent l'efficience et l'impact des investissements publics? Le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE répond à ces inquiétudes. Les cadres du ministère en charge des infrastructures s'imprègnent des méthodes du PAGE. Ce que nous appelons aujourd'hui projet d'investissement public sera une notion qui tiendra compte du montant minimal à partir duquel nous devons inscrire un projet qui reçoive les qualités d'évaluation ex ante, d'évaluation économique et sociale. Et lorsque ce projet est inscrit dans le programme d'investissement public et donc dans la loi des finances, on peut s'attendre à ce qu'au terme de sa mise en œuvre, la population puisse obtenir des résultats ou puisse en bénéficier des résultats attendus. Donc voilà ces notions qui seront données aux participants. Les connaissances qui leur seront transmises sont puisées du manuel de sélection, hiérarchisation et budgétisation des investissements publics. Exposés et exercices pratiques vont surtout meubler les travaux. Qu'ils soient mieux outillés pour pouvoir mieux sélectionner les projets, les prioriser, pour que le ministère puisse gagner en efficacité et en volume dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 1 sur son projet phare qui est le dédoublement de la nationale numéro 1 de Lomé à Saint-Cassé, afin que, in fine, puisque c'est l'objectif final, les populations puissent voir améliorer leurs conditions de vie sur toute l'étendue du territoire national. Selon le point focal du PAGE au ministère des Infrastructures et des Transports, à Balomisa, la mise en œuvre efficace des stratégies du projet PAGE permettra d'améliorer la gestion des finances publiques afin d'assurer la transformation structurelle de l'économie nationale. Selon une récente étude de la BCEAO, le Togo affiche le plus fort taux de bancarisation dans l'espace UEMOA devant le Mali et la Côte d'Ivoire. Quels sont alors les facteurs qui ont contribué à ce résultat? Les réponses dans ce dossier, enquête de Carmen Madji Akako. Le Togo affiche le plus important niveau de bancarisation dans la zone UEMOA selon une récente statistique de la BCEAO. Dans ce rapport de la Banque centrale, le taux de bancarisation stricte du Togo en 2018 est de 26,8%. Ce résultat place le pays devant le Mali, 23,3%, le Bénin, 22,5% et la Côte d'Ivoire, 21,6%. En fin de liste vient le Niger avec le plus faible taux ressorti à 5,8%. Sur la période sous revue, le Togo a progressé de 2,5 points de pourcentage en termes de sa population adulte détenant un compte dans les banques, les services postaux, les caisses nationales d'épargne et le trésor. Cette progression représente la troisième meilleure performance juste derrière la Côte d'Ivoire qui arrive deuxième avec une progression de 4,5 points et surtout le Mali qui enregistre une hausse de 10,7 points en 2018. Cette performance du Mali est principalement portée par le nombre de comptes express ouverts auprès d'Ecobank Mali. Dans l'ensemble, le taux de bancarisation stricte s'est amélioré de 2,9% au sein de l'Union, passant de 16,4% en 2017 à 19,3% 2018. Et les journalistes de différents organes de presse sont en formation depuis ce matin sur la fiscalité à l'Office togolais des recettes. Il s'agit d'amener les hommes et femmes de médias à comprendre la fiscalité togolaise dans son ensemble pour qu'ils soient de vrais relais des réformes fiscales en cours à l'OTR. Voyons cela avec Dodo Wari. En dehors de la mission d'information, les journalistes sont aussi concernés par les obligations fiscales en tant que citoyens togolais. À l'Office togolais des recettes, ces professionnels de médias ont accordé toute leur attention aux experts de la fiscalité. Ils ont été entretenus sur le système fiscal togolais, notamment les taxes et impôts, les contentieux, les registres, l'arsenal juridique, les procédures douanières.
histoire de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, mais aussi de mieux vulgariser les réformes de l'OTR dans leurs articles, reportages, émissions, entre autres. Nous avons constaté que pour la plupart de ces médias, ils n'ont pas en interne des spécialistes en fiscalité. Et la fiscalité étant une matière assez complexe, nous avons estimé qu'il était nécessaire et qu'il était de notre devoir en tant qu'office de collecte des recettes de renforcer les capacités des journalistes afin de leur permettre d'améliorer la qualité de leurs articles et de leurs prestations en ce qui concerne la fiscalité au Togo. La présence du commissaire général de l'OTR et du commissaire des impôts témoigne de l'importance de cette formation dont l'enjeu est de faire de la presse togolaise un vrai relais de l'information fiscale. Personne ne peut dire qu'il est exonéré de l'impôt, nous tous sommes des contribuables. À des degrés divers, les journalistes aussi doivent apporter leur contribution. Pour relayer une information, il faut d'abord la connaître, il faut la posséder. Sinon, vous risquerez de la relayer vraiment en déphasage de la réalité, de l'esprit du législateur. Chacun doit être informé, sensibilisé sur le rôle qui est le sien dans le développement de cette nation. La presse a procédé à des relais de rapports Doing Business et l'Office togolais de recettes à travers les impôts, la douane ou le cadastre y a contribué substantiellement à cette prouesse de l'État togolais. Et il nous doit quand même de partager ces éléments avec vous et en particulier aujourd'hui dans le domaine fiscal. Cette formation est la bienvenue et nous espérons qu'elle sera profitable pour vous personnellement comme concitoyens togolais, mais également pour vos différentes missions d'information et la qualité des articles que vous produirez sur la fiscalité au Togo. L'Office togolais des recettes démontre ainsi son engagement à mieux communiquer avec ses contribuables afin de maximiser les recettes pour financer les projets et programmes publics. Les membres des institutions financières pourront désormais réclamer leurs droits. Et c'est la mission que s'est assignée l'Association pour la défense des intérêts des membres des coopératives d'épargne et de crédit du Togo, officiellement portée sur les fonds baptismaux ce mardi. Et tout ceci pour une meilleure inclusion financière au Togo. Le compte rendu avec Eli Agba Nyandao. L'Association pour la défense des intérêts des membres des coopératives d'épargne et de crédit du Togo, ADIM-TC, officiellement lancée. Elle sert désormais de cadre de discussion pour les membres des microfinances au Togo. À travers ce canal, coopérateurs et coopératrices peuvent réclamer en tout temps leurs droits. Elle est mise en place pour corriger les injustices dont sont victimes les membres des institutions de microfinance. Il faudra que les coopérateurs puissent eux-mêmes défendre leurs intérêts. Nous avons la possibilité d'aller auprès des coopératives, nous avons la possibilité de poser des questions, de demander des éclaircissements. Notre mission, c'est la défense des intérêts des membres de toutes les coopératives du Togo et de Lomé à Sinkassé. La DIM-CT est créée au bénéfice des couches les plus vulnérables. Elle entend mettre à la disposition des ayants droit des crédits qui passent par une réduction des taux d'intérêt des prêts. Ceci pour participer à la dynamique de la finance inclusive promue par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Et les enseignants de l'École nationale d'administration du Togo, ENA, se forment sur l'utilisation des TIC et de l'andragogie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une formation qui leur permettra ainsi d'améliorer la qualité de l'enseignement à l'ENA. Voyons cela avec Luc Assis. L'École nationale d'administration du Togo, ENA, contribue au développement des compétences de la fonction publique. Elle a également pour mission d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes administratives. Et pour bien accomplir cette tâche, il est important pour l'ENA de miser sur des intervenants de qualité et la pertinence des outils et méthodes andragogiques ou pratiques de l'éducation de l'adulte.
La formation des enseignants de cette école en andragogie et à l'utilisation des TIC s'inscrit dans ce contexte. Nous avons voulu organiser cet atelier-là pour apprendre aux formateurs les nouvelles ou les méthodes andragogiques, c'est-à-dire la formation des adultes, pour qu'ils puissent améliorer la qualité de leurs enseignements. Vous savez, l'adulte n'a pas les mêmes motivations que l'enfant ou l'adolescent. Donc il est important, comme l'ENA vise une formation professionnalisante, il était très important que nous puissions revoir ces outils de formation-là. Troisièmement, il faut aussi allier la formation avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, avec le numérique, il faudrait que les enseignants puissent savoir comment est-ce qu'ils vont animer ces enseignements-là avec les nouvelles technologies. Et avec l'ouverture de la nouvelle filière en gestion des collectivités territoriales, il nous est apparu opportun d'insister là-dessus. L'objectif est d'optimiser les enseignements donnés grâce aux TIC et de faire des enseignants des médiateurs vis-à-vis de leurs apprenants. Ce sont la préparation et l'animation des unités d'enseignement et d'évaluation des étudiants qui seront améliorées. L'initiative a reçu l'appui de la GIZ à travers le projet Prodégol. Et puis, sachez que la dernière vague de bacheliers togolais boursiers marocains a rencontré le ministre de l'Enseignement technique hier avant son départ. Et c'était en présence des parents. C'était pour une séance d'entretien pédagogique et technique. Voyons cela avec Gérard Lagoudou. Dans quelques heures, ces bacheliers des séries techniques vont prendre le vol destination Rabat au Maroc. 20 au total, dont 6 filles, ils vont poursuivre les études supérieures dans les domaines du bâtiment et de l'industrie. Leur rencontre avec le ministre de tutelle, en présence des parents, vise à leur donner des directives précises sur leur pays d'accueil. Nous avons la chance d'avoir une convention avec le Maroc qui nous permet d'envoyer 20 techniciens bacheliers pour une formation initiale. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons reçu les élèves pour leur donner les conseils, pour leur rappeler ce pourquoi ils vont au Maroc. Et également aux parents pour leur dire leur mission avec nous. Autre volet abordé, la culture de l'excellence. Et le ministre ne doute pas du séjour d'études d'un Togolais à l'extérieur. La présente vague sera en tout cas un atout essentiel pour la réussite du PND 2018-2022. Dans le cadre de notre plan national de développement, nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Et l'effort du gouvernement aujourd'hui, c'est d'axer notre formation par rapport à cela. Le Togolais à l'étranger est toujours un excellent. Partout ailleurs, particulièrement dans le Maghreb, où moi-même j'ai étudié, les Togolais ont toujours été les majeurs de leur promotion. La formation initiale, c'est des brevets de techniciens. C'est en 2 ans, ça se fait. Maintenant, en fonction des résultats obtenus, vous êtes orienté vers la formation d'ingénieur. La formation est à 80% pratique. Et donc, tous ceux qui auraient réussi après les 2 ans, avec une très bonne mention, alors ceux-là, systématiquement, c'est le pays même, dans le cadre de la coopération, qui les envoie vers les écoles supérieures pour faire la formation d'ingénieurs. Les parents ont été appelés à garder un contact permanent avec les étudiants. À ces derniers, il est demandé d'être toujours plus proche de la représentation diplomatique du Togo près le Maghreb, basée dans le royaume chérifien en cas d'éventuelle inquiétude. Et à noter donc que cette vague de boursiers est arrivée hier en terre marocaine. Le candidat pour la présidentielle de 2020 du Parti démocratique panafricain PDP est connu depuis hier. Et le parti s'est également prononcé sur l'actualité politique au Togo, notamment sur la candidature unique de l'opposition. Issa Karuna et Karine Olanlo pour le compte-rendu. Un nouveau candidat déclaré pour la présidentielle de 2020 au Togo. Son nom, Innocent Kagbara. Les militants et sympathisants du Parti démocratique panafricain PDP ont porté leur choix sur le président national. 10 ans après son échec à la conquête de la magistrature suprême, le PDP se lance un nouveau défi et veut désormais s'appuyer sur la jeunesse. La jeunesse sera présente lors de ces élections pour parler, pour discuter,
pour poser les vraies questions qui nous intéressent et je pense que tous les jeunes peuvent s'y identifier à travers notre candidature. Il faut qu'il y ait une place pour la jeunesse et la femme au Togo. Notre âme, c'est notre vision pour ce pays, un pays réconcilié, un pays où les Togolais se donnent la main pour avoir une vision partagée, pour avoir une meilleure répartition des richesses et où il y a l'égalité des chances pour l'emploi des jeunes, où il y a l'égalité des chances, pour une inclusion financière et sociale pour l'ensemble de la population. Voilà nos armes. Sur la candidature unique de l'opposition, la position du candidat du PDP est sans équivoque. Nous sommes ouverts à toute discussion au niveau de la classe politique de l'opposition pour voir si nous pourrons nous entendre sur un candidat. Mais nous pensons que sur le plan, nous avons œuvré pour que les réformes puissent passer. Et cela donne l'opportunité à tout parti légalement constitué de pouvoir compétir au premier tour et de pouvoir soutenir celui de l'opposition qui sera notre qualifié pour le second tour. C'est ce qui est normal. Donc moi, à mon sens, la candidature unique, le sujet, la question ne se pose plus. À partir du moment où nous avons exigé les réformes et nous les avons obtenues. Pour la transparence, je pense que les conditions sont remplies pour que nous puissions avoir une élection. Mais s'il y a des négociations pouvant nous permettre d'avoir une nouvelle CENI, nous ne sommes pas contre. Innocent Kagbara sera investi officiellement dans les semaines à venir au cours d'un congrès du Parti démocratique panafricain. Le président de la Commission nationale électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance des formateurs, des opérateurs de saisie que leur formation aura lieu à partir du lundi 4 novembre 2019 au lycée scientifique de Lomé. À cet effet, tous les candidats au poste de formateur peuvent d'ores et déjà consulter la liste des retenus à Togo 2000 et sur le site internet de la CENI, le www.ceni-tg.org. Par ailleurs, les candidats retenus sont invités à identifier leur salle à compter du 1er novembre 2019 au lycée scientifique de Lomé, situé dans l'enceinte du lycée de Tocoin. Les absents à ces formations seront considérés comme démissionnaires. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour leur compréhension. Les producteurs forestiers et agricoles sont ceux qui disposent d'importants pieds d'arbres dans leur exploitation agricole. Et pour aider ces agriculteurs justement à procéder au recensement des arbres dans leur plantation, la coordination togolaise des organisations paysannes a initié une formation sur l'inventaire des arbres dans les plantations. De quoi s'agit-il et comment procéder? Les réponses avec Dodo Wari. L'expansion de la foresterie agricole au Togo nécessite le recensement des arbres qui figurent dans les exploitations agricoles. L'implication des organisations paysannes et des agriculteurs s'avère importante, la plupart ayant des plantations d'arbres dans leurs exploitations. Ensemble avec les experts et producteurs du Ghana, de la Zambie, des États-Unis, ils vont plancher sur les outils nécessaires à la réalisation des inventaires de leurs plantations pour tirer meilleur profit des arbres qu'ils disposent. Aujourd'hui, la formation permettra aux producteurs agricoles et forestiers de faire l'inventaire des différents arbres que nous avons dans notre écosystème, qu'ils puissent identifier celles qui sont exploitables pour que à la fin, ils puissent, disons, augmenter ainsi le revenu de leur exploitation. Le premier inventaire forestier national réalisé par le gouvernement en 2015 à travers le projet RED+, révèle que le Togo dispose d'un taux de couverture forestier de 24,24% en 2015 contre 5% en 2010. Des efforts de reforestation soutenus par la FAO et la GIZ via le projet appui aux organisations des producteurs forestiers et agricoles dans la mise en œuvre du mécanisme forêt et paysan. Les producteurs font des plantations, mais ils vendent à l'aveuglette. Donc on veut leur donner les éléments de base pour déterminer la valeur marchande réelle de leurs arbres afin de pouvoir apporter une valeur ajoutée. Le projet encourage donc les producteurs à documenter leurs exploitations pour maintenir leurs moyens de subsistance, accroître les revenus, stabiliser leur paysage agricole et résister face au changement climatique. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.